Le bonheur qui est tien n'existe que sur ton chemin, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Instant Plateau. Instant Plateau, une émission qui vous invite chez nous et qui automatiquement nous invite chez vous. Donc bienvenue dans cette rendez-vous, dans ce rendez-vous plutôt de chaque 20h, chaque vendredi à 20h30, et la rediffusion c'est bel et bien samedi à 9h15 comme vous le savez. Instant Plateau, c'est une émission qui fait appel à toute personne qui, par sa façon de réagir, sa façon d'agir, sa façon de voir et entrevoir les choses, contribue de façon positive au bien-être, mais aussi au développement socio-économique de ces pays. Alors, de prime abord, avant de me plonger, avant de m'immiscer dans le bain de cette émission, j'aimerais dire un grand merci à mon équipe technique qui, grâce à elle, nous apparaissons avec plein de docilité, même aussi de politesse. Excusez-nous si on arrive avec plein de brutalité, comprenez, c'est la magie de la télévision. Là, je fais un grand coucou à mon réalisateur Ilarcy Boisy, aujourd'hui qui est chapeauté par Diego Faen, et le roi qui est derrière les caméras. Comme vous le savez, donc l'Instant Plateau est une émission qui éloigne d'elle souvent l'esprit monomaque. Donc nous discutons, nous décortiquons, nous développons, nous exposons, nous analysons souvent des sujets sociopolitiques, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt en prologue de l'émission, nous faisons appel aux gens qui, par leur façon d'agir, qui par leurs actes, tantôt eux-mêmes qui viennent, souvent nous allons vers eux pour leur donner un peu d'espace, histoire pour eux de nous aider ou de contribuer à une brique de plus dans ces chantiers économiques du pays. Alors ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour vous quelqu'un que vous connaissez déjà, mais aujourd'hui il vient sous une autre casquette. Et pourquoi? Parce que nous l'avons connu en tant qu'entrepreneur, en tant que président d'une association, d'une fondation s'il faut dire, mais aujourd'hui il revient seulement avec toutes ces casquettes. Il n'en a pas perdu, mais il en a ajouté une de plus, comme un bon militaire qui prône une bonne réflexion au sein de l'armée. Ces derniers méritent des galants, il en a eu des galants de plus. Alors aujourd'hui nous les recevons en tant que, laissez-moi les lire, nous les recevons en tant que auteur d'un livre. Qui est-il? Et c'est bel et bien Monsieur Louis Dellebeau, à qui je manifeste sa présence sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Louis Dellebeau. Bonsoir Monsieur Diel, comment vous allez? Dieu fait grâce. Et vous? Je me porte bien aussi, merci. Alors Louis Dellebeau, comprenez, à chaque fois que j'essaie de croiser mes mains, donc cela exprime le début de l'émission, parce que j'ose croire que les fidèles spectateurs de cette émission te connaissent, et si vous ne le connaissez pas, sachez-le qu'il est passé plus d'une fois ici. Il a parlé, mais aujourd'hui, des choses qu'il va nous parler, la réalité ou le problème pour lequel il est venu essayer de trouver pour nous la solution, c'est un problème qui lui appartient, et j'ose croire qu'on aura des solutions. Je pense qu'on a déjà des solutions, c'est à nous de les appliquer tout simplement. Voilà. Parce que il n'y a rien de nouveau que je vous apporte, en fait, c'est une réalité que d'autres ont déjà pu palper et d'autres ont déjà pu apprendre, d'autres ont déjà pu voir, et que maintenant on va essayer de mettre ça à la portée de tout le monde pour une meilleure compréhension et puis un avancement plus meilleur pour le continent. Alors, à la portée de tout le monde, comprenez qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer, nous allons déplumer, nous allons expliciter un ouvrage pour qui il est l'auteur, bel et bien, l'intitulé de l'ouvrage, c'est Le réveil de la jeunesse africaine. Est-ce que j'ai trébuché en termes de nom? Non, c'est bel et bien ça. Donc, l'ouvrage est intitulé Le réveil de la jeunesse africaine. Alors, Le réveil de la jeunesse africaine, c'est un ouvrage ou un livre que vous avez publié le 17 septembre 2021. Et ce livre comporte 4 chapitres et 52 pages. Exactement. Et 55 pages. 55 pages. Exactement. 57 pages, 4 chapitres. Alors, partons des primes abords. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces livres? Bon, vous savez, c'est généralement dans la difficulté que les gens réalisent que finalement il faut faire quelque chose. Alors, l'inspiration autour du livre vient d'abord de mon amour pour la lecture, parce que je suis un grand adepte de la lecture. Et en second lieu, l'inspiration venant même du réveil de la jeunesse africaine provient de cette situation que le monde a connue récemment et qui continue de perdurer, notamment sur la pandémie du
Covid. Alors, cette pandémie m'a laissé voir la réalité sur le plan africain, à quel point l'Afrique était vulnérable. Et pendant cette période de pandémie où j'ai vu des personnes aller en confinement, et parmi eux, nous avons vu certaines personnes perdre leur emploi, nous avons vu les économies fléchir, nous avons vu... certains calendriers des compétitions chamboulés. Exactement, donc automatiquement, partant de cette difficulté, je me suis dit qu'il était temps que l'Afrique se réveille. Et surtout que l'Afrique devait se réveiller en passant par sa jeunesse. Alors, il était temps que l'Afrique se réveille. Je vous rappelle, ces livres aussi intéressants que ça, c'est un livre qui exprime tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. C'était un peu trop fort. Un livre qui mérite aujourd'hui d'être ancré dans les cortèges sacrés des belles lettres. Je vous en félicite. Moi, j'ai eu le temps de le lire personnellement. Un livre profond avec un français très bien habillé. Alors, parlons des continents africains. Alors, on ira step by step, c'est-à-dire que point par point. On va essayer parce que vous êtes là pour nous expliciter, donc l'occasion pour ceux qui peut-être n'ont jamais eu le temps de s'en procurer du livre. Avant que nous entrions dans le bain du livre, comment pouvons-nous s'en procurer? Bon, de toutes les façons, le livre il est disponible. C'est vrai qu'il faut reconnaître que une grande partie du livre a été déjà vendue. Et jusque-là, vous pouvez toutefois vous rapprocher des bibliothèques où vous allez retrouver le livre, ou bien me contacter, ou bien contacter même la chaîne si possible, pour des personnes qui sont en train de nous suivre en direct, qui n'ont pas le temps, et on peut toutefois mettre à leur disposition l'ouvrage. Alors, vous saurez le pourquoi ou le parce que du pourquoi que vous allez, ce qui va vous pousser à nous contacter, parce que c'est bel et bien le début de l'explication la plus claire ou de façon explicite du livre. Alors nous entrons dans le bain. Déjà à l'introduction, il y a une phrase qui frappe la plus plutôt: un continent qui a construit le monde sauf lui-même. Exactement. Vous savez, cette phrase, en tout cas, ça touche beaucoup de gens. La plupart des personnes, quand ils lisent le livre la première fois, m'appellent pour dire cette phrase et elle est vraiment magnifique. Voilà. Incisif, s'il faut dire. Exactement, c'est le continent faiseur des continents, l'Afrique. Sauf lui-même. Sauf lui-même. Voilà. L'Afrique a conçu les autres continents, sauf lui-même. Et c'est là où a commencé le problème. Parce que si nous voyons combien de fois l'Afrique est riche en termes de matières premières, même en termes de ressources humaines. Vous connaissez à l'époque, on ne va pas expliquer ça, la colonisation, l'exportation des hommes, mais ce sont des hommes vaillants africains qui sont allés construire les autres continents. C'est par nos biens, c'est par nos richesses que le monde est en train de faire la cour après l'arme à feu, il court après le nucléaire, il construit des grands bâtiments avec toutes les technologies nécessaires. C'est fait sur base des matières premières africaines. C'est base de matières premières africaines. Après cette phase, il y a un paragraphe qui est encore plus grave. Avant que vous embrassez le premier chapitre, il y a un paragraphe qui dit: le principaux fondamentaux qu'est la vraie pratique de l'ère démocratique et dite Afrique indépendante sont les suivants. D'après vous, c'est le droit de penser, le droit de s'exprimer, le droit de choisir, le droit de voter librement, le droit de s'investir. Alors, voilà, vous savez, comme je le dis généralement, et je le dis toujours, que le choix de la démocratie en Afrique n'est pas un choix imposé. Excusez-moi, peut-être qu'il y aura des gens qui vont me dire: mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je vous dis que l'Africain a opté pour la démocratie. Et pourquoi il a opté pour la démocratie? Parce que au départ de l'homme blanc de l'Afrique, on avait la possibilité d'être des autocrates, soit des démocrates. Mais nous avons opté pour la démocratie. Et les valeurs de la démocratie, c'est bel et bien la liberté d'expression. Et ce qui m'attire le plus, c'est vous avez aussi parlé de la liberté de la presse. Mais bien sûr, la liberté de la presse aussi font partie des valeurs dont prône la démocratie. La démocratie. Exactement. Et j'en profiterai pour dire également, aujourd'hui, nous avons vu que finalement, dans notre pays, la démocratie est en train de marcher comme il le devait. Voilà, le droit de penser, le droit de s'exprimer, de manifester pacifiquement, sans pourtant créer de désordre. C'est ça, en fait, même la démocratie.
Alors c'est ça en fait la démocratie. Je vous rappelle que M. Louis Dallebeau, il est le président de l'association ou de la fondation Jeunesse Libre Africaine, la GLA. Comprenez qu'il est trop jeunesse dans sa bouche. Même son livre est plongé ou soit est gravité par un sens jeune. Donc il parle plus des défis du développement. Alors M. Louis, comme je l'ai dit tantôt, le livre comporte 4 chapitres. Le premier chapitre, vous avez défini l'Afrique. Mais on n'ira pas vraiment, vous devez présenter l'Afrique. Et le premier sous-point qui parle sur les défis du développement du continent africain, selon vous, les 3 axes primordiaux pour atteindre le développement en Afrique sont la promotion du leadership africain. D'abord, après vous parlez de promouvoir les échanges frontaliers, et puis vous parlez sur la favorisation ou de l'innovation pour générer des opportunités. Et là, surtout sur ce point, vous avez essayé encore d'étaler ou de déployer plus les ailes en disant que il faudrait qu'il y ait l'amélioration des opportunités, de la productivité, réduction du coût et devenir plus concurrent. C'est encore plus Exactement, exactement, c'est ça en fait. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, quand j'ai donné ces 3 axes stratégiques, au fait, dont j'ai parlé du leadership africain, parce que aujourd'hui, nous sommes très étonnés de voir que certaines réactions, notamment, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je suis congolais, je vois un peu la réaction de mon pays. Vous voyez que nous avons un problème de leadership. Et le problème de leadership s'impose dans tous les axes, notamment de l'éducation, de la politique. D'après vous, ces 3 axes primordiaux sont vraiment des axes vitaux pour essayer de relever les défis du développement africain? Exactement, parce que l'Afrique n'a pas besoin de calquer une forme européenne ou asiatique. Non. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir un modèle africain. De la même manière que nous parlons du développement sur le vent européen, asiatique, nous devons parler d'un modèle africain. C'est là où intervient même la particularité. Et la particularité dans ça, c'est notamment dans la formation du leadership. Il faut que nous ayons des leaders. Il faut que nous ayons des personnes... Des vrais leaders africains. Exactement. Il faut que nous ayons des personnes qui sont capables de pouvoir susciter le changement. Prêcher par les exemples. En fait, nous avons un problème d'exemple aujourd'hui. C'est quand même étonnant de voir que quelqu'un qui échoue aujourd'hui, au lieu d'aller à la retraite, il revient pour vous dire que non, en fait, c'était pas bien fait. Voilà. Non. Il essaie de résister, c'est comme s'il n'y avait pas des gens pour le remplacer. Exactement. Alors ça, c'est pas être un leader. Il y a une balance des leaderships. Exactement. Donc, il y a un leader, c'est celui qui accepte son échec et peut aller à la retraite pour favoriser ou bien partager son expérience avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la question du leadership se tourne vraiment vis-à-vis des jeunes. Il n'est pas question aujourd'hui d'abandonner des jeunes, de dire que les jeunes, ils sont trop jeunes, qu'ils ne peuvent pas occuper des hauts fonctions, des postes à haut fonctions. Ou bien ces jeunes, ils sont trop, comme ils ont l'habitude de nous qualifier, voilà, ils n'ont pas ils sont trop immatures. Voilà. Mais il n'y a jamais d'immaturité qui tienne. Il faut qu'on se le sache. Il faut qu'on se le dise plutôt, il n'y a pas d'immaturité qui tienne. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des jeunes. Nous avons des jeunes qui ont fait des grandes études. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui aspirent à occuper des hauts fonctions dans la société, dans tous les secteurs. Et vous allez vous rendre compte que ce sont même ces jeunes-là qui font les longues études. Et pour ne rien, peut-être, pour ne pas palper ou calquer leurs rêves au futur. Ok. Voilà. Quelle est la solution pour vous? Alors, la solution, je pense que nous allons la trouver ici dans ces livres, parce que je pense que moi, j'ai eu le temps de lire ces livres, vraiment de bachoter comme à l'époque on disait à l'université. Alors, on quitte du premier chapitre au deuxième qui vous avez essayé de revêtir votre casquette de leader de la jeunesse africaine, où vous avez parlé de la jeunesse africaine. C'est l'intitulé ou les titres de ce deuxième chapitre. Un deuxième chapitre qui comporte 5 points, s'il faut dire aussi, il faut parler 5 sous-points. Alors le premier, c'est encore plus fort. Je vous ai dit qu'il y a des mots et des phrases qui sont incisifs, qui sont tellement piquants et qu'on n'a pas de choix. Il a parlé tout haut, c'est que les gens parlent tout bas, et c'est bel et bien M. Dallebeau. Alors parlons du premier sous-point du deuxième chapitre, où vous parlez de la jeunesse africaine et sport au danger. À l'intérieur, il y a un coin qui m'inspire plus, une phrase qui vous dit: pour remédier à cette situation, il est important d'entreprendre des efforts en matière de développement, d'immigration et d'intégration, afin de mieux canaliser l'énergie et l'idéalisme des jeunes africains.
Exactement. En fait, aujourd'hui, si nous voulons... C'est en gros, pour remédier, c'est ça la solution. Mais bien sûr, je pense que ça, c'est une solution efficace. Parce qu'aujourd'hui, nous devons canaliser notre jeunesse. Alors, pour canaliser cette jeunesse, il faut donner la possibilité à ces jeunes de ne pas immigrer. Okay? Il faut donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir travailler en local ou bien dans le continent. Il faut donner la possibilité à ces gens de pouvoir s'exprimer. Et c'est par ces idées, comme vous venez de dire, que moi je pense qu'il faut aujourd'hui, les États africains doivent plutôt travailler dans ce sens. Il faut reconnaître que... C'est martelé. Exactement. Et puis il y a quand même une nuance qu'il faudrait que nous puissions comprendre. En fait, aujourd'hui, nous sommes le produit de la modernité, si on peut le dire, de la mondialisation, parce que dans la plupart d'entre nous aujourd'hui, avec un taux de plus ou moins sur le continent de 60% des jeunes, nous sommes nés dans les années 80 et 90. Alors, les années 80 et 90 sont très loin de la colonisation, bien dans les années où nous sommes devenus indépendants. Voilà. Oui. Alors, nous sommes donc le fruit du développement, d'où la compréhension devient quasiment notre vision orientée développement. Ouais. Chose étonnante, remarquez, dans la plupart des pays africains, c'est encore des dirigeants des années 60. Voilà. Qui jusqu'à nos jours trônent encore. Pensent qu'ils ont le monopole du savoir, pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance, mais c'est archi faux. Parce que les ères changent. Après la colonisation, les États africains sont devenus indépendants. Mais malgré ça, malgré avoir opté pour le système démocratique pour certains pays, d'autres autocratiques, mais parlons plutôt du secteur démocratique, nous avons remarqué une succession d'échecs des années 60 à aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire que la compréhension de la politique n'a pas été correctement faite. Voilà. D'où, nous qui sommes venus vers les années 80 et 90, nous sommes venus dans l'ère où la mondialisation est en train de naître. Et ça nous favorise. Aujourd'hui, nous avons une forme imposante. Exactement. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons assez d'outils. Voilà, la technologie, voilà. Alors, il est temps que cette génération parte et que la génération productive, qui est liée automatiquement à la mondialisation, s'installe. D'où il est très important aujourd'hui que nous puissions avoir des jeunes à canaliser dans les différents secteurs. Éviter toute forme d'immigration, parce que l'immigration aujourd'hui est en train de faire perdre quelque part en Afrique. Vous dites canaliser l'énergie et l'idéalisme de la jeunesse. Bien sûr, voilà. Ces formes d'immigration est en train de faire perdre à l'Afrique le sens d'un continent qui veut prospérer. Voilà. Est en train de marcher sur ses origines. Exactement. Donc ça devient aujourd'hui impératif pour les États africains de travailler dans ce sens. Alors, ça devient impératif pour les États africains de travailler dans ce sens. Alors, comment peut-on arriver à ce niveau sans passer par l'éducation? C'est le deuxième point du deuxième chapitre où vous avez parlé de la jeunesse face au système éducatif. À l'intérieur, il y a encore d'autres paragraphes qui est plus clair. Apparemment, je vous ai dit qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont un peu piquantes. Il y a une partie où vous dites l'une des choses qui impacte négativement le système éducatif africain est la gestion des enseignants, surtout ceux de la base et du secondaire qui sont presque clochardisés. C'est fort. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation en Afrique a été peut-être, sans peut-être, je peux dire, a été mal coordonnée. Dans tous les pays africains, on a échoué à l'éducation. Vous savez, comment les grands auteurs le disent toujours, que la base d'une nation, c'est son système éducatif. Celui qui combat un système éducatif est en train de combattre le futur d'une nation. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui la guerre. Je vais prendre un exemple, comme je dis toujours, la charité bien ordonnée commence par soi. Voilà. Cette réalité aussi, c'est un peu de tutoyer la réalité actuelle des systèmes éducatifs de la RDC. Exactement. Au fait, aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, nous voyons comment est-ce que quelque chose d'aussi merveilleux est en train d'être combattu. On se pose bien la question, pour quelle raison? Pour quel objectif? Si ce n'est pas de détruire encore une fois de plus cette couche de la jeunesse. Parce que si aujourd'hui l'éducation est détruite, ça veut tout simplement dire, comme je vous ai dit, il y aura une continuité
de succession. Et la continuité, là, ne se fera pas par des jeunes élites. Voilà. Ça ne sera pas par des jeunes qui sont bien éduqués. Ce sont ça des va jeunes se faire affaiblis mentalement, intellectuellement. Intellectuellement. Et ces jeunes-là ne pourront rien faire pour cette nation. D'où aujourd'hui, quand vous touchez l'axe éducatif et que vous voulez faire des réformes sur l'axe éducatif, parce que vous parlez aussi des enseignants. Exactement. La gestion des enseignants. Exactement. Moi, mon humble avis, quand il y a un programme qui dit aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, ça devait être notre nation dans son entièreté qui devait soutenir cette idée, qui devait accompagner cette idée. En commençant d'abord en prenant charge de façon positive aux enseignants. Il faut prendre d'abord la vision positivement. Voilà. C'est d'abord là le problème. Quand vous prenez la vision positivement, ça dégage en vous des ondes positives. Et à travers de ces ondes-là, pouvez-vous mettre autour d'une table et discuter. Là où l'analyse n'a pas été correctement faite, nous allons analyser et faire des amendements pour que la chose soit faite. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'éducation ne devait pas être un problème. On a vu les scandales. On a vu... il y a même eu des personnes qui ont marginalisé des enfants, ont poussé des enfants à être dans les rues. Chose étonnante, malheureusement. Et il faut ajouter aussi qu'il y a des initiatives qu'il faut encourager sur le plan au Congo, en particulier. Par exemple, j'ai vu Excellencia, le programme Excellencia. Voilà. Les programmes Excellencia aujourd'hui, c'est un programme de bourse. Exactement. Voilà. C'est un programme qui est en train de favoriser d'une manière ou d'une autre, ou bien de façon très directe, l'avenir de la RDC. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants qui sont en train d'obtenir, de bénéficier de cette bourse Excellencia vont étudier à l'étranger. Ils sont redevables à la RDC. À la nation. Après leurs études, il faut qu'on trouve des moyens de les insérer dans la vie professionnelle. C'est eux qui vont ramener de l'expertise. Voilà. C'est eux qui vont aider l'Afrique à avoir encore un œil plus évolutif de la situation du monde. D'où il faut que nous puissions encourager ce genre d'activité. Et j'encourage également, en passant, cette jeunesse congolaise qui travaille autour des mouvements associatifs. Voilà. Il faut les encourager. Donc la JLA. Il y a la JLA, il y en a tout plein, il y en a tout plein maintenant, des jeunes qui travaillent dans ce sens-là. Moi, je les encourage énormément. À chaque instant, quand on me demande d'être là, je suis là. Parce que ces jeunes-là aident à scolariser, vont aider dans les écoles. C'est par là que viendra le changement. Je pense bien que dans l'un des discours du chef de l'État, il avait été très clair en disant que le développement du Congo, c'est l'affaire de tous. Il faut que nous puissions tous nous lever afin de pouvoir soutenir la nation. C'est l'affaire de tous. Je vous recommande de vous procurer de ces jolis livres, sachant que toutes ces intelligences découlent de ces livres, tout le développement. Si pour vous ça paraît assagissant, évitez de façon plus détaillée dans ces livres qui est le réveil de la jeunesse africaine, avec qui nous partageons le plateau aujourd'hui avec son auteur. Alors restons toujours dans le deuxième chapitre, un peu de façon un peu ecclésiastique, point par point. Il y a un troisième point qui vous parliez de la jeunesse africaine face à leurs talents. C'est le point le plus court et puis qui n'a qu'à peine quelques paragraphes. Et moi, de façon analytique, nous avons essayé de jumeler les deux premiers paragraphes. Il y a une phrase ou une idée qui nous est venue. Vous dites: la situation n'est pas complètement sombre. Le jeune africain, dont le nombre ne cesse de croître, sont en effet dotés de beaucoup d'énergie, de créativité, des talents dont dépend la prospérité future. Et puis un peu plus bas, vous êtes parti en disant que le politique africain doit offrir aux jeunes les opportunités de montrer de quoi ils sont capables et un environnement favorable qui leur permettra de se mettre en confiance et souligner l'étendue du marché qui s'ouvre à eux. Exactement. Là, nous parlons des talents des jeunes Africains. Voilà. Ben, aujourd'hui, les talents des jeunes Africains ne sont plus à démontrer, monsieur Dieu. Vous avez parlé de la créativité. Exactement. Mais à ce qui paraît, dans vos dires, ce sont les politiques africains qui apparaissent comme une barrière, qui essaient un peu de piqueter le chantier d'espoir de la jeunesse africaine. Ben, ça a toujours été ainsi. Le problème de l'Afrique, ce sont des Africains. Le problème de l'Afrique, ce sont des dirigeants. Le problème de l'Afrique, ce sont des décisionnaires. Le problème de l'Afrique, ce sont des personnes que nous avons soi-disant choisies. Et qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont en train de démontrer au monde
qu'ils ont assez de talents pour pouvoir participer d'une façon active au développement du continent, à la renaissance même du continent. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les jours, il y a des innovations qui se font. Tous les jours, il y a des jeunes qui sont en train de vouloir sortir la tête. Mais croyez-moi, mais le système, si aujourd'hui le système est verrouillé, si le système ils sont incapables de mettre en place... Ce qui paraît, c'est nos dirigeants de politique qui actuellement sont, je peux dire, de façon si positive, sont des vieux qui ne veulent plus céder la place aux jeunes, c'est ça. En sachant que les jeunes sont remplis, ces derniers sont remplis de créativité et d'énergie. Exactement, je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes qui sont comment dirais-je, nous qui sommes issus de l'ère de la mondialisation et eux qui ne sont pas issus de l'ère de la mondialisation. Il y a un problème en fait. Au fait, ils pensent comprendre mieux que les jeunes parce qu'ils sont soi-disant expérimentés. Mais l'expérience n'est pas égale à la compétence. L'expérience n'est pas égale à la compétence. Et puis après, restons toujours du côté politique. Le troisième point, le quatrième point du deuxième chapitre, vous parlez de la jeunesse africaine et la politique. Il y a une phrase introductive qui m'attire la plus en disant de plus en plus la jeunesse africaine se montre défiante vis-à-vis du système politique africain ou en Afrique. Et vous dites la politique seule peut changer le cours de l'histoire d'un pays et briser, vous dites, la reproduction des inégalités et ainsi rendre la dignité à des millions de gens. Exactement, Monsieur Duel. Le problème... D'abord, pourquoi est-ce que les jeunes africains sont devenus de plus en plus défiants face vis-à-vis à la politique? Je vais vous expliquer en principe, ou bien quelque chose qui est déjà visible aujourd'hui dans la société en Afrique. Remarquez, la plupart des jeunes qui essaient d'aider l'Afrique se tournent vers l'entrepreneuriat. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la plupart de ces jeunes qui se trouvent dans les sociétés se tournent également vers leurs propres objectifs. Donc, je gagne mon salaire, je nourris ma famille, j'arrange des trains de vie de mes enfants et ça suffit. Remarquez, et la politique, à qui nous laissons la politique? À la gestion des personnes qui sont là depuis les années indépendantes. La plupart des jeunes ne veulent pas venir salir leurs compétences dans ce milieu. Aujourd'hui, la politique est devenue, comme nous disons ici en RDC, un terrain des médiocres. Voilà, c'est-à-dire que les personnes médiocres peuvent aller en politique. Voilà. Les personnes intellectes doivent aller en politique. Si tu veux te faire de l'argent, tu peux aller à la politique. Mais actuellement, pour finir en prison. Oui, exactement. Actuellement, c'est pour aller en prison également. Mais dites-moi, mais la politique n'est pas un terrain médiocre. Voilà. La politique, c'est un terrain des personnes qui sont là pour guider. La politique, c'est là où se prennent les décisions. Et plus en plus, les jeunes deviennent méfiants parce que le système, comme on dit, le système est verrouillé par des médiocres. Comment est-ce qu'ils verrouillent les systèmes? En se disant, si tu n'es pas avec nous, donc... c'est que tu es contre nous. Exactement. Et c'est ce qui fait que les jeunes, aujourd'hui, ne préfèrent pas aller dans cet environnement. Et moi, je dis encore une fois de plus, aujourd'hui, j'encourage fortement les jeunes à aller dans la politique. Parce que... Vous encouragez les jeunes? Mais moi, j'encourage aujourd'hui les jeunes. Comme dit mon doyen Alain Foucault, qui dit, nous n'avons pas d'excuses à donner. Nous, la jeunesse actuelle africaine, nous n'avons pas d'excuses à donner. Nous sommes majoritairement sur l'étendue du territoire africain. Et surtout, vous avez dit que l'Afrique est le continent qui a la plus jeune et que le continent le plus jeune ou qui a plus de... Mais bien sûr, nous avons pratiquement un taux de 60% de 60 ou 65% de jeunes. Alors voilà, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et les tout derniers points du deuxième chapitre, ou les cinquièmes s'il faut dire, vous parlez de la jeunesse africaine face au chômage. Vous avez énuméré les conséquences du chômage et du sous-emploi chez les jeunes africains. Et oui, vous avez, Monsieur Duet d'ailleurs, j'allais vous dire, ça prouve que vous avez vraiment, vous avez vraiment lu le livre et ça c'est intéressant. Et en passant, j'allais même vous dire un truc, c'est que j'ai été très étonné parce que vous savez, pour un auteur, quand vous écrivez, vous avez une cible, vous voulez toucher une cible. J'ai été très étonné de recevoir le résumé de mon livre venant d'une jeune fille de 15 ans. Waouh! Ah oui.
Et c'était le plus beau cadeau pour moi. Sérieux, ça c'est Une jeune fille, voilà. Une jeune fille de 15 ans Beau cadeau. qui s'appelle Tinda. Elle a résumé mon livre. Et le jour elle a envoyé le résumé de mon livre à son père, quand j'ai lu le livre, j'ai fondu en larmes. Voilà. J'ai dit, j'ai atteint ma cible. Voilà, J'ai atteint la mon jeunesse. objectif. J'ai atteint la jeunesse. Je vous jure. Parce que la petite fille, elle a 15 ans. Si elle dit à son père, elle dit, papa, le monsieur qui a écrit ce livre, c'est ton ami. Son père dit, oui, mais c'est mon petit. Il dit, non, papa, il ne peut pas être ton petit. Parce que ce qu'il a écrit dans ce livre, il a résumé la situation africaine. Il dit, papa, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Il a dit à son père, papa, est-ce que l'auteur de ce livre a lu le résumé? Mais je vous dis, quand j'ai lu le résumé, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, j'ai atteint mon objectif. Parce qu'aujourd'hui, cette petite fille-là, en grandissant, elle aura cette vision. Dans sa tête. Vous avez calqué une philosophie. Exactement. Et vous avez annoncé le début de la construction d'un château d'espoir dans la tête d'une personne. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Tant qu'on ne saura pas se mettre derrière une vision correcte, les choses ne vont pas évoluer. Aujourd'hui encore, une fois de plus, il faut dire que la plupart des pays africains souffrent d'un problème de vision. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi pour ça? On est d'accord, mais les temps nous coulent. Je pense que vous comprenez à combien ces livres étaient intéressants. Comme l'a toujours dit c'est Maxime en communication, ce qui sait qu'on soit clair, le mot s'annonce. Et ce qui sait qu'on soit bien, s'annonce clairement. Et les mots, pour les dire aisément, je vous recommande de vous procurer ces livres. C'est pas tellement si vous le menez que ça. C'est petit mais costaud, à 55 pages, tout y est, l'espoir, la face, l'idée, les initiatives, les pistes de solutions, mais aussi des résolutions aux différentes équations africaines. Alors, parlons rapidement du troisième chapitre où vous avez parlé de l'attitude de la jeunesse face à ces défis. Un point très intéressant quand vous parlez de l'attitude du jeune leader face aux défis, aux différents défis. D'abord, qui est un leader? Rapidement. Un leader. Qui est un leader? Un leader pour moi, c'est une personne qui est capable de parce que vous êtes leader de la jeunesse africaine. Je suis un leader parce que ceux qui sont derrière moi ne cessent de me dire, nous voulons être comme toi. Je suis un modèle pour eux. Et vous savez, une fois que vous sentez qu'il y a des personnes qui veulent être comme vous, et surtout que ce sont des jeunes qui disent « nous voulons être comme toi », ça veut tout simplement dire que j'ai atteint mon objectif. Et ça fait de moi quelqu'un qui peut également former ses jeunes frères à atteindre leur objectif. C'est comme je dis, aujourd'hui en Afrique, nous n'avons plus besoin de modèles. Comme je dis, il faut que nous ayons un modèle africain. Et nous n'avons plus besoin de nous calquer sur des images des personnes qui ont peut-être réussi d'une manière ou d'une autre. Vous, Monsieur Duel, moi, nos frères, nos réalisateurs qui sont derrière le plateau, nous devons être des leaders. Alors, plus rapidement, parce qu'on connaît les temps, tout en gras, vous avez écrit en rouge, il faut bien dire, toujours au troisième chapitre, tout comme plus de participation féminine en politique profite à l'ensemble de la société, la présence des jeunes dans le poste des décisions profite à tous les citoyens et pas uniquement aux jeunes. C'est fort encore. Ah oui. Vous encouragez les autorités aujourd'hui à céder ou à donner quelques postes de décision aux jeunes. Exactement, c'est justement ça d'ailleurs, et particulièrement les femmes. Aujourd'hui, nous remarquons le pouvoir de la femme. Aujourd'hui, quasiment dans la plupart des pays africains, je peux dire à 40%, les grandes activités en termes des événements, d'investissements et tout des organisations sont faites par les femmes. Aujourd'hui, les femmes occupent des plus hautes fonctions sur le plan international que national. Il faut encourager la gente féminine à aller de l'avant. Moi, je pense que la gente féminine a une force, a une capacité de pouvoir aider le continent à aller de l'avant. Jumeler la présence féminine et aussi la présence un peu juvénile au sein de postes de décision. Mais bien sûr, il faut que ce soit les jeunes, hommes comme femmes. Alors, jeunes, hommes comme femmes, pourvu que les gens nous entendent, je crois que mesdames et messieurs, vous avez compris, on a essayé de balayer de façon générale le réveil de l'Afrique, de la jeunesse africaine. Moi je pense encore c'est vraiment l'alarme qui va nous déranger de plus en plus. Donc pour essayer de réveiller notre conscience longtemps endormie, je l'ai dit vraiment, je les répéterai, ces livres à parler tout haut, c'est que les gens passent tout bas. Alors monsieur Lidel, nous aurions vraiment pu peut-être étayer ou étaler les 4e chapitres qui parlent sur l'attitude positive d'un jeune
pour sa nation, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Non, mais voilà, ce qui est déjà attitude positive, c'est ce qui a trait à une bonne vision, ce qui a trait à une meilleure compréhension, ce qui a trait comment dire, à ce qui est à de la valeur. Vous comprenez? Aujourd'hui, bon nombre sont des jeunes qui essaient de perdre leur valeur. Mais si nous voulons atteindre les objectifs bien cités, bien explicités dans ce livre, nous devons ajouter les valeurs africaines. Le Valeurs africaines, si vous voulez connaître plus de ces livres, je vous le recommande de vous en procurer. Comme la conclusion de ce livre exprime une idée qui est aussi alléchante en disant: la jeunesse est le produit futur. Une nation qui détruit sa jeunesse détruit son avenir. Personne d'autre que nous, Africains, construirons notre continent. L'avancement de l'Afrique dépendra de l'engagement de la jeunesse. Mesdames, c'est vraiment la dernière phrase de ces livres et aussi quelques derniers mots de cette émission. Vous l'avez suivi durant 40 minutes et l'émission a été spécialement focalisée sur le développement ou l'analyse du livre Réveil de la jeunesse africaine, ou le Réveil de la jeunesse africaine, un livre qui a été publié le 17 septembre passé. Vous pouvez vous en apprendre, comme l'a dit l'auteur, dans différentes bibliothèques, ou si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Nous vous mettrons en contact. Alors, M. Ludel, comme ça a été toujours le plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous avez quelques secondes. Voilà. Merci infiniment de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau, et j'aimerais quand même adresser une phrase ou bien quelques mots à l'intention de la jeunesse congolaise en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC fait partie des pays qui a une vision. Et que maintenant, quand nous avons une vision, nous devons nous mettre autour de cette vision pour travailler. Voilà. Aujourd'hui, la RDC fait partie de ces pays où le monde entend parler. Aujourd'hui, l'image de la RDC a été nettoyée sur les plans international et a ouvert le marché d'investissement un peu plus partout. Et d'où nous, les jeunes, devons profiter de cette occasion de pouvoir travailler en collaboration avec nos dirigeants pour pouvoir profiter de ces instants-là. Donc c'est le mot que je tenais à passer à la fin, et remercier également votre chaîne. Vous me recevez toujours dans les meilleures conditions et j'apprécie énormément. C'est à nous de vous remercier. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec mon tout jeune livre entre mes mains que je vous quitte. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur les antennes de Safety Télévision. Ciao.